cursus, j'ai une formation thérapie, psychanalyse, etc., qui m'intéressait, puisque quelque part la relation aux autres, c'est mon truc, c'est ma voie. Et puis, en fin de compte, en recevant des gens, je m'apercevais qu'il me manquait quelque chose, que ça allait beaucoup plus vers je te conduis, mais c'est tellement long, etc., que le thème astrologique est tellement révélateur des nœuds, des incertitudes, des blocages, etc., que par cette technique, effectivement, on peut orienter la personne, le patient qui vient nous voir, d'une façon beaucoup plus déterminée à un bien-être de la personne. Ce sont deux outils complémentaires. Le côté psycho, oui, et le côté astrologique, où on a une lecture évidente des blocages, des capacités, des potentiels de chaque individu. Alors il est évident que pour moi, un thème astrologique va apporter effectivement toute une forme, toute une somme d'informations intéressantes à la personne qui va venir me rencontrer, mais que cette somme d'informations, je n'en ai pas disons, la capacité de déterminer et de prédire comment est-ce que la personne va mettre en place toutes ces énergies qui lui sont proposées, toutes ces clés. Je pense que le rôle de l'astropsychologue, justement, ou de l'astrologue aussi, est justement de proposer aux consultants déjà de décoder son thème, de le débarrasser de toute prédiction et de lui proposer aussi des nouvelles voies, des nouveaux chemins, mais qui correspondent d'une façon très intime à la personne. Et non pas de lui dire attention, vous allez avoir un Pluton qui va arriver sur le soleil, vous allez quelque part mourir ou des choses comme ça. Non, c'est pas du tout la forme de thérapie qui m'intéresse de pratiquer et de proposer. Donc effectivement, toute la quintessence du thème astrologique pour moi est importante dans la mesure où on peut la décoder avec le patient. C'est assez long parce qu'on ne va pas se simplifier la vie en disant oh là là, tel aspect bloque, tel aspect est bon, là vous avez une Vénus en Taureau, que ça doit être bien. Non, non, pas du tout. C'est simplement d'analyser ensemble, effectivement, nous, les thérapeutes, les astrologues, les astropsychologues, on va proposer, on va dépouiller un petit peu, on va débroussailler le thème. Ensuite, c'est à la personne de faire son travail. Il n'est pas question de faire le travail à la place du consultant qui vient vous voir. Simplement, de lui donner une autre lecture, de lui donner un autre élan, de lui confirmer qu'il est sur sa voie, ou de lui dire qu'il y a d'autres voies qui peuvent aussi se proposer à lui. C'est une passion. Je ne peux pas travailler sans avoir un thème complet, c'est-à-dire un thème avec tous les acteurs du thème, c'est-à-dire avec les astéroïdes, avec tous les corps célestes, la lune noire, l'axe des nœuds, et tout, enfin au moins les 6 astéroïdes principaux, qui sont donc le résultat de cet éclatement, de cette non-agrégation d'une planète qui aurait été nommée tantôt pour certains de philosophie Tiamat, pour d'autres ça va être Neruba, pour d'autres ça va être, pour moi c'est Malona, voilà. Donc la lecture, le dépistage, l'enquête qu'on va mener avec les débris, avec les lunes qui restent de cette planète, correspond pour moi et pour d'autres astropsychologues, justement à un scanner, à un reflet de l'âme où la douleur, la non-unité au moment de la naissance, l'éclatement au moment de la naissance, va pouvoir être lu, décodé par ces traces, les traces de Cérès, qui maintenant est maîtresse de la Vierge, Junon, maîtresse du signe de la Balance, Vesta, qui est dans le Poisson, dans le Scorpion, et Pallas, la grande chamane et la grande médiatrice du thème. Ensuite, nous avons effectivement Psyché,
la relation avec l'âme, vraiment la quintessence avec notre âme, et puis l'infiniment petit, Eros, qui n'est que de la taille que d'une petite pomme de terre dans notre système solaire, mais Eros, mythologiquement, Dieu avant tout, c'est le principe divin de tout. Avant Chaos, Uranos, etc., avant les titans, il y avait Eros. Et le fait d'analyser cet infiniment petit correspond un petit peu à une formule homéopathique. On prend des granules homéopathiques, alors qu'on sait que quelque part, l'énergie de ces petites granules est infinitésimale. Alors que ça marche. Et ça marche de façon encore plus opérationnelle pour certaines personnes que l'allopathie. Donc on rentre dans le mystère énergétique, on rentre dans un message, on rentre dans le subtil. Un thème astrologique sans les astéroïdes correspond à une radiographie. Maintenant, on est à l'époque du scanner, et encore plus performant que le scanner, viendront bientôt d'autres formes de lecture de notre corps. Eh bien, plus on va découvrir de petites planètes, plus on va découvrir de petites granules, plus on va pouvoir être dans la relation d'aide véritable avec les patients et les patients qui vont venir nous voir. Ça fonctionne. Et notre cher Pluton, qui était avant tout une planète, quand j'ai commencé astronomiquement, elle était classée comme étant planète. Maintenant, les astronomes l'ont relégué au stade de planétoïde. Est-ce que pour autant, ce cher Pluton, qui est tout petit et très très loin de notre Terre, est-ce qu'il n'a pas pourtant une énergie psychologique? Si, il l'a. Et pourtant, il est tout petit, très loin. En astrophysique, il n'y a absolument aucune influence de démontrer entre les planètes et notre Terre. Les seules influences qui sont démontrées en astrophysique et astronomiquement parlant sont toutes catalysées par notre satellite lunaire. Les deux seuls acteurs de notre thème qui vont avoir une influence sur l'écorce terrestre et sur le comportement individuel, les deux seuls corps célestes vont être uniquement la Lune et le Soleil. Ça, c'est uniquement scientifique. Et pourtant, la Lune, elle, doit catalyser et transmettre à la Terre tous les messages des autres planètes et des astéroïdes. Donc, les deux seuls significateurs avec une influence certaine et prouvée sont simplement les tempêtes solaires, avec des cycles de 11 ans sur notre Soleil, et les cycles lunaires. Et les cycles lunaires, c'est pour ça que la Lune est vraiment, dans un thème astrologique, l'élément de base, hein, la véritable identité. Parce qu'elle catalyse et qu'elle transmet à la Terre tout le message des autres planètes. Astronomiquement, il n'y a aucune influence des autres planètes sur notre Terre. Astrologiquement, elles sont toutes transmises par le signe lunaire. Avec les astéroïdes, on va rentrer vraiment dans des couches très subtiles de l'être et on va rentrer dans des parts qui ont été reléguées un petit peu au placard. Je m'explique. L'astrologie est un domaine masculin. Pour être astrologue, il y avait très peu. C'était les femmes Lilith, en fin de compte, les femmes qui revendiquaient la connaissance, qui avaient accès à l'astrologie, à la connaissance, mais pas du tout d'une façon reconnue. Jusqu'à l'Inquisition, c'était des sorcières. Pendant l'Inquisition, on les a brûlées. D'avoir la connaissance, pour une femme, il faut être pure, n'est-ce pas? Et notre vie féminine, en fin de compte, n'étant pas reconnue par la majorité des hommes comme étant pure, là on va rentrer dans, je ne vais pas vous faire une conférence sur le rôle de la femme pendant des siècles et des siècles, c'est un autre sujet qu'on pourrait peut-être aborder, mais une autre fois. En fin de compte, toutes les représentations de tous les visages féminins ont été condensés par les hommes, avec la Lune,
la façon de mettre au monde, le ventre, la sécurité, la maman. Qu'est-ce qu'on a comme autre image? On a Vénus, la bimbo, un peu comment je séduis, l'amante, puisqu'il faut quand même se rappeler que le mariage par amour est un acte très récent, à peine 50 ans, 60 ans. Ah, donc il y avait le mariage un peu avec Madame la Lune pour avoir des enfants, pour procréer, pour continuer le message du cerveau reptilien où il faut survivre. Et puis il y avait l'amante, le plaisir, la cocotte. Donc tout ça c'était des images hyper masculines. Maintenant, puis aussi effectivement, n'oublions pas la rebelle. N'oublions pas celle qu'il a fallu chasser de l'Éden, ou qui est partie plutôt de l'Éden, c'est beaucoup plus juste, la Lune Noire. Lilith est un autre astéroïde qu'on peut étudier en couple avec Lucifer. Mais la Lune Noire, c'est vraiment l'image de la femme qui va quitter l'Éden parce que Adam n'est pas à la hauteur, tout simplement. Donc elle est coupable. Parce qu'elle ne reprend pas, elle ne perdure pas le message d'Adam, alors qu'elle veut perdurer le message divin. Mais enfin, c'est un autre sujet. Là, avec les astéroïdes, nous avons accès à des images beaucoup plus nuancées, très féminines, les femmes savantes. Cérès, maîtresse de la Vierge, c'est toute l'éducation, toute la relation entre la mère et les enfants, c'est le complexe de l'abandon de soi, de l'abandon tout court, comment on peut être séparé ou pas. Et puis, c'est quand même la présidente des mystères d'Héloïse, des cycles de la nature. Cérès, c'est Déméter, l'alimentaire. Il n'y a pas d'autre corps céleste dans le système traditionnel qui permettent de remplir les rôles et fonctions de Cérès. Nous avons aussi Junon, la reine. Comment est-ce qu'on peut être relié à quelqu'un d'autre? Junon qui est la sœur aînée de Jupiter. Junon qui est reine de l'Olympe. Elle aussi reléguée, remise au placard. Alors que effectivement, elle va nous renseigner sur le type de relation que l'on peut mettre en place d'une façon en toute connaissance de cause peut-être, on va dire ça. Junon, dont on a enlevé la couronne, un peu comme l'impératrice déchue. Eh bien, quand on étudie un thème, on reprend sa couronne, on sait là où on doit la porter, on sait comment on peut se relier à quelqu'un d'autre, aux autres ou à quelqu'un, ou à l'autre ou aux autres. On va avoir aussi Vesta, comment je suis dans mon temple, comment je suis pure en moi. Vesta qui est un double Pluton, le bazooka qui chauffe à blanc. Vesta, la grande initiatrice, celle qui porte le feu, qui va coloniser, qui va être la chaleur du foyer. Là aussi, c'est très intéressant. Comment, surtout, on peut couper avec l'ego pour être au service, tout au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Comment est-ce qu'on peut être au service des autres et d'une cause? Comment, avec Vesta aussi, comment on est consacré? Comment est-ce qu'on est dans une certaine mission? Comment est-ce qu'on peut remplir son quota d'humilité, de service, d'engagement? Très intéressant. Là aussi, c'est pas Mars ni Jupiter qui vont remplacer Vesta. Et puis nous avons la grande chamane, première fille de Jupiter, qui va naître évidemment de son cerveau. Nous avons Pallas Athénée, qui elle reconnecte avec toute notre unité intérieure. C'est un mental d'homme, c'est un grand stratège dans un corps de femme. Ah ah, qui est stratège dans notre panthéon traditionnel? Oui, Mars, c'est le guerrier. Saturne, c'est le commandant. Mais qui va penser, qui va mobiliser, qui va avoir cette stratégie? C'est pas Mercure. Mercure, c'est le dieu pacifique qui communique. Mais notre stratégie de vie, comment est-ce qu'on va se relier avec d'autres plans de conscience? Comment est-ce qu'on va se relier, nous, avec les plans de conscience aussi des autres? Comment est-ce qu'on va être
intelligent. Intelligent d'une façon cérébrale et aussi charismatique. Eh bien, Pallas, elle, va pouvoir réunir toutes ses fonctions. Réunir, syndicaliser, fédérer. C'est l'octave supérieure du génie, Uranus. Sur le plan de la symbolique au niveau de l'intelligence, nous avons Mercure, qui va être la vivacité, la répartie, l'intelligence basique. Et puis ensuite on a Uranus, le génie, qui va nous permettre l'éveil. Et puis parfois la prise de conscience en direct, hein, on est branché. Et puis au-dessus de notre Uranus, nous avons l'intelligence fort subtile de Pallas Athénée, qui elle va être en connexion avec tous les plans de conscience. Eh bien, ce sont déjà 4 femmes savantes que je viens de vous proposer, 4 femmes intelligentes qui ont été mises au placard pendant des siècles et des siècles. Et je pense que maintenant, au XXIe siècle, il serait peut-être bon de revaloriser toutes ces images, rien que pour repermettre dans notre système astrologique de remettre avec équité des couples. Jupiter avec Junon. On peut remettre aussi Pallas avec Saturne. Ce sont des êtres au même niveau, avec la même démarche. De redonner à cet Olympe, puisque l'Olympe en fin de compte va être notre trame de travail, n'est-ce pas? Eh bien de redonner avec équité des parts féminines autant que des parts masculines. Je pense que c'est peut-être le temps de refaire la paix, non seulement entre l'astronomie et l'astrologie, mais aussi entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, une bonne consultation astrologique, c'est avant tout beaucoup d'amour, beaucoup de bienfaisance, codée évidemment, qui va être offerte à la personne qui vient nous voir. L'intuition, on en a tous. On la développe ou pas. Cette intuition, quand on est à la place d'un thérapeute, on ne peut pas la mettre à côté, on ne peut pas la laisser derrière nous, etc. Elle fait partie de notre travail. L'intuition, le respect de la personne qui vient nous voir, sans lui bazarder des quelconques projections parce qu'il a un carré Vénus-Pluton ou autre, ne pas l'enfermer dans son thème, lui ouvrir les voies, lui ouvrir l'amour aussi pour lui, le reconnecter aussi avec la prise de vue qu'il a sur lui. Et tout ça doit être débarrassé d'ego. Lorsqu'on est... parce que c'est trop puissant, en fin de compte, ce métier de thérapeute et d'être astrologue comme certains aussi. Il y a de très très bons médiums qui peuvent aussi donner ce miroir un peu. Mais lorsqu'on est devant quelqu'un qui vient nous voir, c'est être débarrassé de notre ego, de la toute-puissance qu'on pourrait représenter, parce qu'on connaît justement cette technique. Non, c'est de livrer... d'ouvrir notre âme aussi. Il y a quelque chose de très fort, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir l'âme et du simple thème qu'on a devant les yeux, savoir redonner la légende à la personne. Et ça, c'est pas dans les livres. Donc, pour moi, la priorité est à la personne qui vient me voir. Il n'y a personne d'autre qui attend. La consultation doit durer le temps qu'elle doit durer. C'est-à-dire, on a rendez-vous quoi? Allez, à 14 h, vous allez arriver, on va prendre un petit café, je ne vais pas parler de vous, on va parler de la pluie et du beau temps, on va se détendre un petit peu. Puis lorsqu'on rentre dans cet espace qui est celui de mon bureau, et bien là, j'établis le thème et je vous parle de vous. C'est pas un dialogue de sourds parce qu'il y a un échange qui peut... la personne qui est avec moi, elle va pouvoir aussi se raconter un peu parce que c'est pas parce que j'ai le pouvoir de décoder son thème que je sais tout d'elle. Je vais lui donner des informations et la personne va effectivement pouvoir réajuster parfois certaines informations. Donc c'est tout un échange de cœur à cœur. Et je réponds aux questions.
il y a certaines personnes qui vont demander, si on soulève, quand on soulève un lièvre et que ce lièvre est pesant et qu'il bloque l'évolution du consultant, eh bien là en général c'est le consultant qui me demande à revenir pour justement aller faire ensuite une séance de rêve éveillé. Je fais aussi des thérapies adaptées, brèves. Je n'ai pas du tout l'intention de perdurer dans des schémas où on doit revenir toutes les semaines pour faire une thérapie qui va durer 3/4 d'heure. C'est pas du tout mon histoire, mais je suis aussi qualifiée pour proposer des thérapies adaptées brèves qui ont en l'espace de 3-4 séances, effectivement. Mes séances peuvent durer l'après-midi, mais pour moi c'est le même tarif, hein. Que ça dure 2 heures ou 3 heures ou 4 heures, la consultation aura le même prix. C'est à moi de donner le maximum de moi et de mon cœur et de mon affectif pour la personne, sans projection pour autant, pour que la personne soit bien et qu'elle résolve elle-même, qu'elle travaille elle-même sur ses problèmes. Je suis une passionnée par mon métier, qui est la relation d'aide avant tout. Il n'y a pas que l'astropsychologie, j'utilise aussi la chromothérapie, je fais aussi du rêve éveillé astrologique, de la sophrologie, de la chromothérapie, de l'olfactothérapie, etc. Je pense que pour être maintenant thérapeute et pouvoir aider les patients qui viennent nous voir, on peut pas être uniquement avoir simplement qu'un seul outil. Donc quand on vient me voir, en général c'est déjà parce qu'il y a un problème à résoudre. Donc je peux effectivement répondre à toute forme de questions sur un thème complet. Je souligne, hein, surtout sur un thème complet avec ces astorides, on peut répondre à toute forme de questions. Que ce soit un problème d'axe sociétal. Comment est-ce que je suis représentée? Pourquoi est-ce que c'est bloqué sur un certain axe de mon thème? Enfin, la personne ne sait pas, mais moi, on le voit tout de suite. Et il est toujours intéressant et primordial aussi de faire le thème de la consultation. Parce que le thème de la question est très important. Pourquoi est-ce que la personne pose cette question en ce moment et à quoi ça correspond sur son thème natal? Donc on peut me poser des questions, aussi bien dans un domaine professionnel, dans un domaine intime, la relation à l'autre, dans un domaine médical. On peut prévoir, je dis bien prévoir et jamais prédire, quel va être le temps, quel va être le climat. Il y a des fonctions un peu météorologiques. On peut prévoir un orage ou pas, une accalmie ou pas. Les transits des planètes lentes vont effectivement renseigner la personne qui va lire le thème, c'est-à-dire tout astrologue ou astropsychologue, et indiquer à une personne que maintenant c'est terminé. Saturne n'est plus dans la maison 5, on va pouvoir se libérer de quelques problèmes relationnels ou affectifs. Que Uranus n'étant plus en maison 7, on va pouvoir un petit peu calmer le jeu de la relation avec les autres. Voilà, donc effectivement, n'importe qui peut venir me poser n'importe quelle question. Je mets simplement des limites et je les détermine de façon très constructive quand on vient me voir, c'est-à-dire qu'il est hors de question de faire le thème d'une personne qui n'est pas là. Je précise, Madame X vient me voir parce qu'elle a rencontré Monsieur Y, alors que Monsieur X ne sait pas que Madame X a rencontré Monsieur Y. Monsieur Y est marié avec Madame Y. Madame X vient me voir pour savoir comment Madame Y va supporter un jour ou l'autre la relation entre elle et Monsieur Y. Il est hors de question de répondre à ce genre de questions. Je n'ai pas déontologiquement, enfin en tous les cas, moi je ne m'accorde pas le droit, par déontologie et par éthique, de répondre à ce genre de questions. Si Monsieur Y veut venir me voir, il vient me voir. Si Madame Y veut venir me voir, elle vient me voir. Par contre, effectivement, ce que l'on peut faire et ce qui est permis, c'est de faire des thèmes, de faire une composite entre personnes mariées. Au niveau des couples,
Bien souvent, ce que je me permets de faire et ce que je peux faire, c'est simplement prendre la date de naissance sans l'heure. Parce qu'avec l'heure de naissance, on va rentrer dans des domaines qui sont de l'intime. Mais si quelqu'un vient me voir en me disant qu'il y a un souci dans le couple, on peut faire un thème en regardant, puisque la date de naissance est à la portée de la connaissance de tout le monde. Donc là, effectivement, on peut faire le thème de la journée de la naissance et voir si le couple est en crise ou pas. Mais c'est pas à moi de résoudre le problème et de dire à la personne, de critiquer en tous les cas, la personne absente. On peut aussi faire des thèmes pour les enfants. Ça, quand les parents viennent me voir, que ce soit le père ou la mère, là, je m'autorise absolument la fonction, de remplir cette fonction, de faire le thème d'un enfant. Même si cet enfant est parfois adulte. Oui, je fais dans ce cas-là, aux parents, je donne des renseignements. Mais effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pas du mental et que c'était avec le cœur. Donc, si je vois sur le thème d'un enfant quelque chose que je ne dois pas dévoiler, je ne vais pas rentrer dans l'intime de cet enfant adulte et je ne dirai pas aux parents ce qu'ils ne doivent pas savoir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut venir me voir? On peut aussi venir me voir pour faire comme de faire un petit check-up. Les gens qui ont déjà eu une consultation, qui ont été satisfaits, en général ils le sont, reviennent me voir une année plus tard pour faire un bilan. C'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Pour remettre au goût du jour les potentiels de leur thème, voir comment, en quelques mois, comment est-ce qu'ils ont travaillé sur eux, c'est important. Quelles sont les conséquences qui ont débouché de la consultation astrologique, dans quel sens ils ont pris leur vie en main, et dans quel sens aussi je peux toujours leur amener un petit peu de lumière. C'est un peu comme un chemin de Compostelle, on fait une étape, une autre, etc. Et l'astro, effectivement, remplit ce rôle. Il y a aussi, je travaille parfois aussi pour quelques sociétés, au niveau des associations entre sociétés, entre entreprises, au niveau de l'expansion. N'oublions pas qu'il existe un ouvrage qui s'appelle La Bourse et l'astrologie, et que tous les thèmes des sociétés cotées en bourse ont leurs thèmes astrologiques qui sont répertoriés dans un ouvrage. Donc, au niveau des placements, au niveau des actions, d'avoir le thème astrologique d'une société est toujours très intéressant. Mais ça, c'est une autre partie, c'est pas celle qui me passionne le plus, parce que je suis beaucoup plus dans la relation d'aide et dans la relation affective, tout court, dans le bien-être de la personne. Mais c'est aussi parfois très intéressant, on n'a pas à négliger non plus le plan matériel. On est incarné spirituellement et matériellement. Donc on peut aussi avoir des informations et traiter ces informations en toute connaissance de cause. Alors, je vous ai parlé de mes outils en vous disant qu'effectivement, suivant les cas de figure, suivant la demande et suivant le thème de la personne et suivant aussi ce qu'elle attend de moi, j'ai différents outils. Je vous ai parlé du rêve, notamment du rêve éveillé astrologique. Alors effectivement, c'est un sujet qui me tient le cœur, parce que c'est un outil prodigieux. J'ai suivi la formation de Michel Tabé, docteur en psychologie, et j'ai collaboré avec lui à certains stages. Le rêve éveillé, alors lui est docteur en psychologie et astrologue aussi, et il a mis au point cette technique, qui est une technique d'investigation où l'on va puiser à la suite d'un protocole d'ancrage comme la sophro, etc., où on va puiser, on va conduire, on va aider, on va accompagner la personne donc dans d'autres plans de conscience. On va la mettre déjà dans un état modifié de conscience. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas de l'hypnose totale, je n'ai pas le droit de la pratiquer. Et en fin de compte, je pense que c'est plus intéressant que la personne fasse d'une façon assez consciente le travail qu'elle a à faire, plutôt que de carrément l'endormir, où là, effectivement, le travail n'est pas le même, on va dire.
Le rêve éveillé astrologique, accompagner quelqu'un en rêve éveillé astrologique, donc c'est suivre un protocole pour... elle est allongée, elle est en état donc de relaxation profonde, et on va lui proposer certains films, ou tout au moins on va la mettre déjà dans un cas de figure qui va correspondre à l'intention du rêve, puisqu'évidemment avant de passer sur le canapé, on va ensemble établir une intention de travail sur la séance de rêve éveillé. Je vais lui proposer certains décors. Le système d'ancrage peut durer 5 à 10 minutes, et ensuite la personne va raconter une histoire, ou se raconter, voir des choses, et ça marche. Être dans un souvenir, peut-être dans une vie antérieure, on ne sait pas, peut-être dans ce qu'elle pense, elle, être une vie antérieure. Moi j'y suis pas, je l'accompagne. En tous les cas, on va aller jusqu'à une couche de l'inconscient, où des symboles, ou des séquences vont nous apporter un matériau qu'il va falloir ensuite analyser ensemble. Quand je dis analyser ensemble, c'est-à-dire qu'à la fin, donc, ça peut durer une demi-heure, un rêve éveillé, pendant laquelle la personne va vivre intensément quelque chose qu'elle va verbaliser. Moi je vais écrire. En plus c'est enregistré aux soins du consultant. Et quand la personne va revenir, que je vais la faire revenir ici et maintenant, eh bien, après quelques minutes où elle va se remettre, on va retraduire. C'est-à-dire que je vais relire mot à mot tout ce que le consultant m'aura donné comme matériau. Et ce travail d'analyse, où je ne me permets pas de projection, où je vais utiliser aussi la méthode de l'interview, c'est-à-dire une méthode qui est enseignée aussi par Christiane Riedel, qui elle est thérapeute au niveau de l'analyse des rêves, mais des rêves nocturnes. Et bien là, en fin de compte, la méthode de l'interview va me permettre de parler avec le symbole de la personne, et non pas les symboles qui sont dans les livres, où là on va rester dans du mental, mais tout simplement, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui va rêver d'un chat. Dans tous les bouquins, un chat peut être le symbole de tendresse, de trahison, d'énormément de choses, de félinité, de séduction. Mais ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que représente le chat. Est-ce pour la personne un animal, une partie d'elle-même, un morceau d'âme d'elle, ou est-ce justement une image de son enfance? C'est elle qui va nous raconter ce qu'est un chat, et c'est pas les bouquins. Donc, mot à mot, on va décrire le rêve, on va avoir une trame très très intéressante pour aider la personne à comprendre le message de son inconscient qui passe au conscient. Voilà ce qu'est le rêve éveillé. Depuis 27 ans, je suis astropsycho, avec toujours ce côté un peu provocateur au niveau de l'astrologie classique, comme je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que ça fait 27 ans que j'utilise les astéroïdes. C'est une méthode qui m'a été certifiée, on va dire, par un logiciel qui est un logiciel américain, parce qu'en Amérique on utilise les astéroïdes depuis fort longtemps. J'ai aussi eu la chance de rencontrer, de croiser d'autres astrologues comme Jean Billon, qui a écrit l'univers des astéroïdes. D'ailleurs, on attend toujours qu'il écrive le prochain numéro. Georges de Riva, qui parlait de Cérès, de Chiron, etc. Et depuis 27 ans, j'enseigne aussi, et d'une façon directe, avec les astéroïdes. Et je vous garantis que mes élèves, mes anciens élèves, qui sont maintenant astropsychos, ne peuvent pas lire un thème sans les astéroïdes. C'est pas du tout plus compliqué, au contraire, ce sont des outils en plus. Certaines personnes ont peur, carrément peur. Certains astrologues ont peur de remettre en question aussi leurs connaissances, parce qu'il y a des acteurs en plus.
Mais le fait d'avoir des acteurs en plus, c'est justement des informations supplémentaires qui vont nous permettre d'être beaucoup plus opérationnels dans la lecture. Et de considérer qu'on a des outils en plus sur la table du battleur, c'est quand même bien. De ne pas être restrictif au niveau de nos outils, c'est quand même intéressant. Donc effectivement, j'enseigne et d'une façon tout à fait assimilée et directement avec les astéroïdes. Ce sont des outils supplémentaires, des couleurs à l'arc-en-ciel. Tiens, oui, on pourrait dire des couleurs entre les 7 vibrations de l'arc-en-ciel, les 7 planètes. Alors, en ce moment, là, 2011, nous sommes dans une période de transformation. Nous sommes dans une période où certains vont prédire des fins du monde. Certains prédisent carrément la fin du monde. Non, astrologiquement, de toute façon, il n'y a rien qui ne puisse pas être positivé. Et nous sommes rentrés dans une période fondamentale, nous sommes rentrés dans une période que je suis heureuse de traverser. Elle n'est pas de tout repos, c'est certain, mais nous sommes rentrés dans une période de vie au niveau du collectif. Nous sommes rentrés dans une autre phase. C'est pas une crise, comme disent les économistes, comme disent les politiques, etc. Non, ce n'est pas une période de crise, c'est tout simplement, enfin, surtout, on va dire, une période de changement de façon de penser, de concevoir l'avenir, de nous concevoir nous aussi dans ce collectif, donc d'une façon individuelle. C'est un peu une guerre intestine, parce que non seulement nous sommes en train de traverser, de démarrer une période de l'humanité qui est extrêmement enrichissante, peut-être pas dans la jouissance même de ce qu'on pourrait espérer et qui pourrait s'appeler le bonheur, mais nous sommes dans une période fondamentale de transformation. C'est un changement de civilisation, mais déjà dans notre éthique personnelle et sur un plan sociétal absolu. Donc, nous sommes quelque part un peu en conflit, parce que nous avons peur, parce que les choses bougent, les choses nous échappent au pouvoir, à certains pouvoirs. Je ne pense pas qu'elles échappent au pouvoir peut-être de l'amour. Je pense qu'au contraire, je suis très optimiste sur ce pouvoir de la relation à l'autre et de la solidarité. Pas pour tout de suite, mais on doit quelque part mettre en place de nouvelles valeurs et de nouveaux fonctionnements intérieurs qui nous sont personnels et qui sont aussi collectifs. Donc tout ce brouhaha autour de 2012, quand on fait les thèmes de l'année 2012, du 21, j'ai oublié la date, 21 décembre 2012, là aussi dans quelques jours on va être le 27 octobre 2011 où il y aurait-il un alignement planétaire, mais non, rassure, il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Effectivement, il y a un changement de façon de penser, de façon de considérer demain, déjà de considérer aujourd'hui. Ce cap à passer, il va stopper en 2003, c'est-à-dire en 2023. Ce cap à passer, il est valable jusqu'en 2023, jusqu'à ce que Pluton rentre dans la constellation du Verseau. Là, nous sommes un peu tous face à un tsunami, dans une machine à laver, où on est tous solidaires. Effectivement, il y a des transformations à différents niveaux dont il ne faut pas avoir peur. Quelque part, nous sommes tous embarqués dans un bateau. C'est peut-être un peu l'arche de Noé, pourquoi pas. Et cette arche de Noé, je pense que ça va être une aventure humaine, intéressante, à driver ou pas, à vivre ou pas, à considérer ou pas. On est libre, on a chacun notre libre arbitre de dire oui, je la vis de façon négative ou positive. Pour ceux qui vont choisir d'être souples, de s'adapter,
Je pense que ça va être une période au contraire fabuleuse devant nous. Ceux qui vont rester peut-être un peu trop dans leur psychorigidité et derrière leur rempart d'Arthur, là, eh ben, il va falloir peut-être apprendre à quitter les vieux manteaux. C'est pas facile pour tout le monde. J'ai l'impression que tous les jours en se réveillant le matin, on a peut-être intérêt à dire mais oui, aujourd'hui il va être encore porteur d'un cadeau. Même s'il va y avoir des catas un peu de tous les côtés, il y aura toujours un cadeau pour chacun de nous tous les jours. Et ça va être la force pour continuer d'avancer. Et surtout pas d'avoir peur. Parce que la peur, c'est ce qui évite de monter au sommet.